Je vous remercie, Monsieur Razbin, pour cette introduction. Et avant d'intervenir, je voulais quand même excuser deux collègues qui ne seront pas, qui étaient prévus et qui ne participeront pas à cette séance, puisque Madame Xaï a eu un grave problème de maladie et Monsieur Platov a eu un décès dans sa famille. Et donc, évidemment, du coup, nous avons deux pertes de membres de ce colloque. Et nos condoléances. Et les condoléances pour le père de M. Platov en particulier. Voilà. Donc maintenant, moi, je passe à mon exposé qui... l'objectif de mon exposé, c'est de replacer la Pologne dans l'histoire longue, c'est-à-dire de montrer à quel point ce qui peut nous apparaître évident à un moment ou à un autre de l'histoire n'est qu'une période et que la succession des périodes montre qu'il n'y a jamais d'ennemis éternels ni d'amis éternels dans la vie politique internationale, mais il y a des conjonctures qui bougent et la Pologne et plus largement l'Europe du centre-est ou l'Europe médiane est un espace où les différents peuples, les différents États ont eu tout au long de l'histoire à choisir des partenaires et à changer de partenaires et parfois à changer très brusquement et très rapidement de partenaires, ce qu'on a pu voir en particulier au XXe siècle. Alors pour ceux par exemple qui en 1989-91 croyaient dans la dite fin de l'histoire avec l'arrivée de la mondialisation capitaliste néolibérale et qui croient aussi dans les sondages, la dernière enquête d'opinion organisée par un média polonais important montre une nouvelle tendance dominante en Pologne qui a de quoi surprendre. En effet, selon ce sondage, plus de 58% des Polonais sondés pensent que Zelensky a une opinion négative de la Pologne, contre 30% qui pensent qu'il a une opinion positive et 11% qui sont sans opinion. Or, depuis 2014, les mêmes médias ont présenté l'Ukraine comme la pointe avancée de la démocratie et des valeurs européennes face à la barbarie asiatique censée être représentée par la Russie. Et depuis 2022, la quasi-totalité des médias polonais a fait de l'actuel président ukrainien un quasi-héros de l'histoire universelle, de l'amitié polono-ukrainienne et du combat contre l'ogre russe. Même les chercheurs polonais plus modérés dans le ton n'osaient pas vraiment aller à contre-courant tant ils se sentaient isolés. Dans nos sondocraties, il faut savoir que les sondages sont là pour forger l'opinion du moment sur la base d'émotions, sans accorder de place aux sentiments profonds et souvent contradictoires qui continuent à vivre au plus profond des sociétés et des nations. Ce qui tôt ou tard revient comme un boomerang qui frappe dans les préjugés et les idées reçues. Or, les sentiments d'une société sont formés à partir d'une combinaison de strates successives héritées de l'histoire qui donnent naissance à des sentiments durables basés sur une convergence d'intérêts économiques et sociaux pertinents à un moment donné. Ce qui permet à chaque tournant historique de piocher dans l'histoire d'une société ou d'un pays les éléments légitimateurs utiles sur le moment pour justifier ses choix politiques et géopolitiques. Les élites dirigeantes tentent dans ce contexte de manipuler autant que faire se peut cette donne, mais elles ne parviennent jamais à la maîtriser totalement. D'où les fréquents retournements que l'histoire humaine a connus depuis la plus haute antiquité. Et c'est donc par un bref rappel historique de l'importance du temps long que nous devons commencer par appréhender la situation des Polonais et de leurs voisins de l'isthme Baltique-Mer Noire. Ce qui nous permettra de voir les différentes, entre guillemets, images d'ennemis possibles, et par contraste, les amis potentiels. Et dans un second temps, de voir où en Pologne se placent les nouveaux partenaires potentiels. Alors là, je vais commencer par parler de la valse historique des amis-ennemis, car même si dans un passé lointain, la Pologne a eu à affronter des ennemis aujourd'hui disparus, l'Empire ottoman, le Royaume de Suède, en tant que puissance, j'entends, la mémoire polonaise n'a retenu jusqu'en 1918 que deux ennemis potentiels, la Russie et l'Allemagne. Et les Polonais se sont tout au long des 2 derniers siècles divisés sur la question de savoir si l'ennemi principal de la Pologne était l'expansionnisme allemand ou l'hégémonie russe. En ce qui concerne l'Allemagne, il faut d'abord savoir que dans la langue polonaise, l'Allemagne se dit au pluriel.
Le regard négatif que portent les Polonais vers leurs voisins de l'Ouest se reporte donc historiquement sur deux entités germaniques uniquement, qui se sont bâties sur des terres slaves conquises et colonisées au cours d'un processus d'expansion allemande vers l'Est. Depuis le Moyen-Âge, expansion démographique, culturelle, militaire, étatique, économique. Ce processus concernait en fait avant tout deux États germaniques qu'on a appelés en raccourci le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche, et ils ont tous les deux eu un intérêt géopolitique à faire disparaître la Pologne, à la partager, voire, dans le cas de la Prusse puis de l'Allemagne nazie, à la coloniser intégralement. Et c'est donc dans ce contexte mental que les Polonais ont pu, depuis les chevaliers teutoniques au Moyen-Âge, se percevoir comme représentant l'avant-garde du monde slave face à l'expansionnisme germanique. Et plus tard, constater qu'ils étaient placés sur la voie de l'expansion du capitalisme arrivant de toute l'Europe occidentale, avec ses effets négatifs pour une partie au moins des classes travailleuses locales. À l'inverse, la Russie a eu tendance à voir dans la Pologne une terre slave arrachée à ce qui était, selon elle, sa nature profonde, par des élites ayant indûment opté pour le catholicisme latin, alors que la nature, entre guillemets, était censée devoir la mener vers le rite slavon. Pour Moscou, confronté comme la Pologne à partir de la Renaissance à la supériorité grandissante de la civilisation occidentale et plus tard du capitalisme, le territoire de l'isthme Baltique-Mer Noire était perçu à la fois comme un sas de protection face d'abord à la poussée des Polonais, mais surtout des chevaliers allemands, suédois, des armées napoléoniennes, des armées allemandes et, last but not least, des armées de l'OTAN. Dans cette situation, la Russie n'a jamais vraiment souhaité la disparition d'une entité polonaise, elle aurait toujours préféré un État polonais qui lui aurait été associé et, de fait, à souveraineté limitée, pour reprendre la formule brejnevienne. Mais évidemment, pour les Polonais, bercés depuis leur enfance par les grandes épopées de Henryk Sienkiewicz, célébrant à la fois la grandeur de la Pologne en lutte contre les chevaliers teutoniques, les armées suédoises, les interventions ottomanes, les rébellions cosaques d'Ukraine et l'expansion moscovite, un statut de souveraineté limitée ne répondait pas à leur, entre guillemets, rêverie, pour reprendre le terme que le tsar Alexandre II avait utilisé en 1861 lors de sa venue à Varsovie, pour tenter de trouver un modus vivendi avec les élites nobiliaires polonaises. Et tout le conflit historique entre la Pologne et la Russie, pour la possession des marches frontalières situées entre les deux pays, et donc en particulier l'Ukraine, tantôt séparée de Moscou, tantôt de Varsovie, a abouti à la création d'un mix qui n'est ni russe ni vraiment polonais, d'où la naissance de spécificités territoriales, linguistiques, identitaires et nationales sur les terres d'Ukraine et de Biélorussie actuelles. Ce que nous venons de mentionner, et tout le 19e et 20e siècle en témoigne, c'est une succession de périodes où le sentiment dominant en Pologne s'est tourné successivement contre le voisin allemand ou contre le voisin russe. Et à chaque fois, l'ennemi principal du moment faisait oublier l'ennemi principal d'hier. Il était donc logique que les Polonais aient dans leur majorité vécu leur intégration à la communauté socialiste après 1944 comme une libération du joug allemand, et vu ensuite leur intégration à l'OTAN puis à l'Union européenne après 1989 comme une émancipation de la tutelle soviétique, perçue avant tout d'ailleurs comme une tutelle russe. Il était donc normal aussi qu'à chaque tournant géopolitique, on assiste à un renversement de la vapeur et à un changement radical de l'image d'ennemi du moment, ce qui est devenu avec le temps une habitude. Il ne faut donc pas s'étonner si les élites qui contrôlent le pouvoir depuis 1989 en Pologne, et pour une grande partie d'entre elles qui étaient d'ailleurs déjà au pouvoir avant 1989, ont bâti leur légitimité sur entre guillemets, le retour à l'Europe, la réconciliation polono-allemande, la différenciation grandissante d'avec la Russie et, en conséquence, l'appui aux tendances indépendantistes les plus poussées des anciennes républiques soviétiques contiguës, devenues pour les Polonais des États tampons, même si la présence russe à Kaliningrad persiste à faire de la Russie un pays voisin. Tout aurait été simple si l'histoire du XIXe siècle n'avait pas compliqué ce scénario de deux ennemis partenaires, entre guillemets. Pour la vision traditionnelle polonaise, jusqu'en 1918, les populations situées entre la Russie profonde et la Pologne n'étaient que des masses ethnographiques. C'était le terme utilisé à l'époque. Sans s'étendre soit vers la Pologne, soit vers la Russie,
mais n'étant pas vraiment des nations constituées. C'était évidemment le préjugé polonais au début du XXe siècle. Et comme la Pologne, ou tout au moins les élites polonaises les moins germanophobes, se voyaient comme porteuses de la civilisation européenne en Europe orientale, elles pensaient que les populations de Lituanie, de Biélorussie, d'Ukraine allaient naturellement opter pour la civilisation supérieure, celle censée être portée par les élites polonaises dans toute cette région. Or, ces élites, avant 1945, étaient d'ascendance nobiliaire, à une époque où le capitalisme se faisait autour de la bourgeoisie, ce qui faisait de la Pologne un pays dans les faits archaïque. La Pologne de l'entre-deux-guerres ne sut donc pas prendre en compte pleinement le fait que les populations largement paysannes de Biélorussie et d'Ukraine étaient de plus en plus touchées par les courants modernistes et regardaient désormais plus loin que leur voisinage immédiat, ce qui les amenait soit à regarder vers le socialisme internationaliste en se rapprochant du pays qui allait l'introduire avec le plus de force dans la région, et ce fut la Russie, soit à regarder vers la seule vraie puissance régionale moderne, le Reich allemand. Passé maître dans la formulation de programmes ethnico-racialistes justifiant son impérialisme en terre slave. D'où le rôle fondamental des universités et de l'école allemande de la fin du XIXe siècle dans la formation d'élites à la recherche de leur ethnicité, voire de leurs origines raciales, en dehors des deux sociétés slaves déjà formées à l'époque, la Russie et la Pologne. Car en effet, les élites polonaises et russes n'étaient pas les seuls à subir l'attrait de l'école allemande, mais c'était désormais le cas des élites modernes en formation chez les Biélorussiens, chez les Ukrainiens, chez les Juifs, chez les Baltes, et dans toutes les autres populations de l'espace situé à l'est du monde germanique jusqu'en Turquie. C'est cette réalité qui a donné naissance aux bases du nationalisme ukrainien et qui allait vouloir se démarquer aussi bien de la Russie que de la Pologne, et croyait possible de voir dans l'Allemagne d'abord impériale, puis plus tard nazie, le modèle indispensable à la promotion de la nation ukrainienne en phase de création moderne. L'Ukraine allait, à cette époque, être partagée entre une vision russophile et bien plus souvent soviétophile, face à une vision germanophile. Dans ce contexte-là, le divorce avec la Pologne ne pouvait être que total, puisqu'au XXe siècle, les deux États capables d'apporter la modernisation des rapports sociaux, culturels et économiques dans la région était soit le Reich allemand, soit l'Union soviétique. La Pologne ayant largement raté le train du développement au XIXe siècle à cause de son inexistence en tant qu'État à l'époque. D'où l'exacerbation des rapports polonais-ukrainiens entre 1918 et 1939 et l'émergence d'un nationalisme ukrainien violent qui allait procéder à des massacres de masse de Polonais et de Juifs entre 1941 et 1944. Or, comme la nouvelle Ukraine indépendante d'après 1991 n'a que deux schémas légitimateurs historiques enracinés et possibles, celui de l'Union soviétique ou celui du nationalisme ukrainien extrême, il était dès lors logique, quoique regrettable, que même les éléments a priori les plus réticents vers le nationalisme fascisant soient à terme amenés à bâtir une légitimité indépendantiste en se raccrochant à ce qui extrayait l'Ukraine de sa région, à la fois par rapport à la Russie, mais par ricochet également par rapport à la Pologne. En 2014 et surtout en 2022, les élites polonaises qui avaient entre-temps pu rebâtir le récit national polonais dans un sens russophobe et pro-occidental ont cru, comme leurs prédécesseurs l'avaient cru en 1918, que les Ukrainiens seraient amenés cette fois à faire ce qu'ils n'avaient pas fait alors, et donc à se retrouver dans une alliance polono-ukrainienne mettant de côté les pages de sang héritées de l'histoire. C'était oublier le besoin de héros dont un pays en guerre a besoin pour mobiliser sa population, et en particulier de héros ayant combattu hier le même ennemi que celui d'aujourd'hui, en l'occurrence l'ennemi russo-soviétique. Et comme, si je peux dire, sur le marché, il n'y avait pratiquement que les combattants anti-soviétiques de la Seconde Guerre mondiale qui avaient été simultanément des massacreurs de Polonais et de Juifs, qu'à cela ne tienne, même le président juif Zelensky n'avait d'autre solution que d'accepter de reprendre cette légitimité à son profit. Il oubliait ainsi sa famille massacrée ou ayant combattu dans l'armée rouge, comme il pensait sans doute que les Polonais allaient oublier leurs compatriotes massacrés au nom de la même nécessité de maintenir l'image d'ennemis russes.
c'était négliger le fait que les sentiments populaires, en Pologne comme partout ailleurs dans le monde, ne sont pas mécaniquement liés aux intérêts des couches dominantes. D'où le divorce actuel entre les élites polonaises, aujourd'hui largement pro-libérales, pro-Union européenne, pro-OTAN et toujours pro-ukrainienne et anti-russe, et une masse consistante de la population qui trouve soit que l'Ukraine coûte de plus en plus cher, soit que les réfugiés ukrainiens bénéficient d'un statut trop privilégié, et qui demande et qui pose la question si la guerre en Ukraine, c'est vraiment sa guerre. Les mouvements nationalistes polonais et ce qui reste de la, entre guillemets, gauche anti-impérialiste polonaise proclament donc à propos de la guerre d'Ukraine le slogan « Ce n'est pas notre guerre ». On assiste donc en ce moment en Pologne à l'émergence d'un mouvement autour d'un groupe de députés classés à l'extrême droite qui se veut pacifiste, anti-Ukraine, anti-Union européenne, slavophile, pro-Iran, et reprend certains slogans connus remontant à la période du bloc socialiste, même s'il est classé à l'extrême droite. Si ce sont en général les courants d'extrême droite qui manifestent le plus bruyamment leur opposition au processus d'élargissement de l'Union européenne, une partie de la gauche polonaise déclare son opposition aux jeunes sanctions venant de Bruxelles, aussi bien d'ailleurs de l'OTAN que de l'Union européenne. Comme on le voit dans la déclaration, par exemple, de Leszek Miller, ex-premier ministre social-démocrate et ex-communiste, qui dénonce systématiquement l'Ukraine et est considéré par le camp libéral comme un pro-russe. Tout cela arrive à un moment où on découvre, y compris au sein des élites polonaises, en particulier avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, que le parapluie sécuritaire nord-américain n'est pas aussi garanti qu'on l'avait rêvé, et que le processus d'intégration européenne ressemble plus à une cacophonie qu'à un régime ouvrant des perspectives de développement stables et illimitées. Et pour couronner le tout, c'est le moment où les Polonais découvrent massivement que le massacre de Gaza, puis la guerre contre l'Iran, ne témoignent pas en faveur des élites du moment, ni sur le plan de la solidité militaire, ni sur le plan de l'efficacité économique, ni sur le plan de la valeur morale des dites, entre guillemets, valeurs occidentales. Et alors que, si certains Polonais sont très fiers des résultats macroéconomiques incontestables de leur pays en termes d'augmentation du PIB, près d'un Polonais sur deux vit cependant dans la précarité économique, ce que la Pologne ne connaissait pas pendant la période du socialisme qu'on leur a présenté comme le contre-exemple absolu. 17 millions de Polonais sur un total de 38 millions, en effet, vivent à la limite du seuil de pauvreté. Et c'est dans cette couche de la population qu'on retrouve les sentiments anti-guerre, anti-ukrainiens, entre 1 et 2 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne, voire à nouveau anticapitalistes. Les élites polonaises ne sont donc plus aussi sûres qu'avant de la solidité du parapluie nord-américain. L'ensemble des pays se posent des questions que la rationalité du fonctionnement de l'Union européenne fait ressortir, et une partie non négligeable de la population commence à réfléchir sur la justesse des choix systémiques ou géopolitiques faits après 1989. C'est le retour de ce dont je parlais au début, c'est-à-dire de l'histoire longue que nous avons mentionné plus haut et qui se fait aux dépens de l'émotionnel agissant dans l'immédiat. À la différence toutefois de la Biélorussie, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la plupart des pays des Balkans qui témoignent ouvertement de leur rejet d'une partie au moins de l'héritage d'après 1989 ou d'après 1991, en Pologne comme dans les pays baltes et sans doute en Ukraine, la critique est moins prononcée. Ce qui facilite peut-être les réactions nationalistes extrêmes, car la xénophobie ne rejaillit, nous le savons de notre expérience de l'histoire, qu'au moment où la critique du système dominant ne trouve pas de moyen de s'exprimer par un projet alternatif. Nous en sommes là dans l'espace Baltique-Mer Noire, d'où le titre de notre intervention, Élite troublée et société en phase de questionnement. Un des grands écrivains polonais, prix Nobel de littérature, Czesław Miłosz, était allé chercher dans la langue persane, après sa rupture avec le communisme à la fin des années 40, un terme qu'il a réintroduit en polonais pour caractériser l'ensemble des élites de l'Europe du centre-est, c'est le terme de hetman, qui caractérise des élites qui savent se soumettre au vent et aux puissances dominantes du moment pour leur propre carrière et parfois pour préserver les intérêts ne serait-ce que minimum de leurs compatriotes, mais des élites qui savent camoufler leurs sentiments profonds et surtout changer de maître du jour au lendemain si la conjoncture l'exige. Vieille tendance historique de l'Europe du centre et de l'Est que Miłosz avait redécouverte
et qu'il a appliqué pour caractériser le basculement d'élites largement anticommunistes avant 1944, devenues en apparence au moins radicalement pro-communistes en l'espace de quelques mois. Notons que cette situation s'est répétée, mais à l'inverse, lors du basculement encore plus rapide des élites, membres cette fois des partis communistes en 1989, la question que l'on doit poser aujourd'hui est donc celle de savoir si, vu la période de troubles et de questionnement que nous avons mentionné plus haut, nous ne sommes pas à la veille d'un nouveau basculement kettmanesque en Europe orientale et en Pologne. Les Polonais constatent donc l'état de crise des sociétés occidentales et des puissances occidentales. Ils savent qu'avec l'émergence de la Chine et de l'Asie orientale, la Pologne se trouve sur le chemin reliant l'Orient et l'Occident. Ils ont découvert, comme le reste du monde, les succès de l'Iran dans sa confrontation avec les États-Unis et Israël. Ils savent que derrière une Ukraine au futur hasardeux pour eux, la Russie existe toujours et ne donne pas de signe d'effondrement. Dans ce contexte, certains esprits tentent à se réveiller pour tenter d'éviter des catastrophes et préserver la paix et les possibilités de développement. Les pays semi-enclavés, comme ceux de l'espace Baltique-Mer Noire, n'ont d'autre choix que de transformer leur position géographique menacée en atout commercial et économique ou diplomatique. Mais il est encore trop tôt pour savoir si l'intelligence reprendra le dessus sur le fatalisme et si des chemins nouveaux et audacieux seront élaborés pour sortir de la situation de marasme qui domine aujourd'hui dans l'Europe du centre-est, comme dans les pays qui sont en principe encore ces modèles.